Bonjour, cette vidéo est la dernière d'une série consacrée à l'Europe. Voici les précédentes. Et je vais partir de la fin du XIXe siècle, une période où l'Europe est à l'apogée de sa puissance et où le matérialisme règne dans les sciences. En 1899 a lieu la première conférence internationale de la paix à La Haye, qui va déboucher en particulier sur la création de la Cour permanente d'arbitrage, la première institution internationale toujours en activité. Cette conférence n'empêchera pas les deux guerres mondiales. On va avoir en 1948 une première occasion manquée avec la conférence de la Havane. Et en 1957 est créée la Communauté économique européenne, une communauté respectueuse des nations et protégée par un tarif douanier. Durant cette période va avoir donc lieu une prospérité économique et une période de paix, faisant disparaître le spectre de la guerre. En 1975, ce sont les accords d'Helsinki. Une seconde occasion manquée en 1984 avec le traité Spinelli qui prévoit, comme comme la conférence de la Havane, le principe de coopération, mais ceci est refusé par les chefs d'État et de gouvernement au profit de l'acte unique, de la concurrence et du libre-échange. C'est la naissance d'un système pathocratique qui va évoluer jusqu'en 2020 avec la crise de la Covid, un système qui présente une façade démocratique, qui se présente comme étant le camp des valeurs, le camp du bien, qui en réalité est une union centralisée qui évolue avec une stratégie des petits pas pour un projet contraire à l'intérêt des peuples. Donc cette stratégie des petits pas, on l'a vu dans la première vidéo, 1984, 86, 92, 2005, 2008, 2009, 2012, 2018, 2020, la crise de la Covid. Et ceci va faire disparaître les bénéfices acquis durant la période 1957-1984. En 1990, dans la suite des accords d'Helsinki, c'est la charte de Paris. Nous avons une troisième occasion manquée dans la période 1991-1999, suite à la chute du communisme. La Russie est demandeuse pour intégrer à la fois les institutions européennes et même l'OTAN, mais on lui opposera un refus. Dans le même temps, en 91 a lieu la guerre entre la Croatie, la Serbie et la Bosnie, et en 1999, la guerre illégale de l'OTAN contre la Serbie, une intervention de l'OTAN qui clôturera l'espoir de réintégration de la Russie en Europe. Nous avons donc, à partir de 1999, un nouveau système pathocratique se met en place avec l'OTAN, suite à la guerre de l'OTAN contre la Serbie, et avec également le partenariat de l'OTAN avec l'Ukraine dès 1997, dans le but d'affaiblir la Russie et de mener une guerre par procuration contre la Russie, ce dans la suite de la doctrine Brzezinski. Donc, ce système pathocratique fait disparaître en quelque sorte les espoirs liés à la Charte de Paris, aux accords de Helsinki et à la première conférence internationale de la paix. L'Union européenne et l'OTAN sont étroitement associés et donc nous avons deux systèmes pathocratiques qui se renforcent. Et par ailleurs, en 2004, l'élargissement de l'Union européenne à des pays russophobes a renforcé ce système pathocratique. Une autre occasion manquée en 2009 avec le rapport Tagliavini
qui préconise un rapprochement avec la Russie et le rétablissement des négociations et de la diplomatie. Et donc ainsi, sans que la société civile et sans que les populations puissent exprimer leur propre choix, nous évoluons de façon inexorable depuis 1984, toujours dans la même direction, et ce, vers l'effondrement de l'Union européenne. Avec la désindustrialisation, la paupérisation, les pertes de souveraineté, le renoncement en politique économique au profit de débats sur des enjeux sociétaux comme l'euthanasie et la perspective d'une guerre contre la Russie en 2029. Le contrôle de l'information, l'extorsion du consentement, comme on l'a vu pour la crise de la Covid-19, l'évolution vers un contrôle social, la division de la population entre vaccinés et non vaccinés, entre la gauche et la droite, alors que dès sa création, le Parlement européen est structuré sur une majorité sociale libérale, la vassalisation envers les États-Unis et la vassalisation des États envers les États-Unis et les marchés financiers, la disparition du modèle social européen, la disparition des nations dans une Union européenne centralisatrice et la perspective d'une Union européenne à 37 en 2030 avec l'intégration de l'Europe balkanique et de l'Ukraine. Donc ceci implique la nécessité de dissoudre l'Union européenne et l'OTAN. En réalité, le véritable choix aurait été celui d'accompagner la troisième mutation, une troisième mutation dont les prémices remontent à 1899 avec la première conférence sur la paix de La Haye, et 1900, la découverte de la physique quantique. Donc ceci nécessite un travail sur l'ombre de l'Union européenne, sur l'ombre des pays européens, comprendre les mécanismes d'apparition d'une pathocratie. Et par définition, dans un système pathocratique, les dirigeants ne peuvent pas se confronter à ce travail, et par ailleurs, une grande partie de la société reste dans le déni de l'existence d'une pathocratie. Il y a donc de nombreux obstacles pour se libérer d'un système pathocratique, mais si les conditions étaient réunies pour accompagner cette troisième mutation, que ce soit du fait d'un rejet de nos soi-disant élites, des révoltes sociales ou des changements de régime en Europe, en Angleterre, en France, en Allemagne, après la disparition de la pathocratie de l'Union européenne, il reste celle de l'OTAN. Il s'avère qu'en 2025, on a vu l'amorce d'un désengagement américain de l'OTAN, ce qui donc serait quelque chose de tout à fait bénéfique pour que cette pathocratie disparaisse. Il faudrait prendre conscience également que l'élargissement de l'Union européenne à des pays russophobes a été quelque chose de négatif. Et donc à ce moment-là, la libération de l'emprise des systèmes pathocratiques permettra à l'Europe de réaliser son propre programme en lien avec la spécificité de son identité. Ce programme n'est ni celui des États-Unis, ni celui de la Russie. C'est la prise en compte des valeurs de chacun des 4 systèmes familiaux pour aboutir à la conjonction des opposés. Il faut donc revenir aux dates fondatrices de la troisième mutation. 1899, la première conférence de la paix, qui fait la promotion de la diplomatie, du règlement pacifique des différends, de la médiation, avec des commissions internationales d'enquête et des conventions d'arbitrage. Les accords d'Helsinki en 1975 pour assurer un espace de sécurité, développer la coopération, la compréhension et la confiance mutuelle. La Charte de Paris en 1990, de manière à enfin réellement acter la fin de la guerre froide et de régler de façon pacifique les différends. Nous avons également la Charte de la Havane en 1948, la conférence de la Havane en 1948, le traité Spinelli en 1984, qui font la promotion de la coopération, la période 91-99, et puis le rapport Tagliavini de 2009, pour une réconciliation avec la Russie.
Et nous avons, avec tout ceci, la prise en compte des besoins de base, des besoins de sécurité, des besoins économiques, des besoins sociaux des populations. Et 1900, avec la remise en question du matérialisme, en écho avec le développement de la pratique philosophique qui a pris naissance en même temps que la démocratie en Grèce. Ceci correspond aux besoins spirituels, aux besoins d'accomplissement de soi. Et nous entrerions à ce moment-là vraiment dans une phase d'accompagnement de la troisième mutation, ce qui correspond à un processus d'humanisation de nos sociétés. Donc les principes en seraient les suivants: retrouver une souveraineté, que ce soit au niveau de la monnaie, de l'économie, des technologies, de la santé, de l'agriculture, refonder la démocratie avec des décisions prises le plus près possible des citoyens, comme le laisser miroiter le traité de Maastricht, et ce, dans l'intérêt des populations, et d'empêcher, bien sûr, le retour d'une pathocratie. Répondre aux besoins économiques et sociaux tout en préservant et en améliorant la qualité de l'environnement. Faire un choix par référendum, rester un pays indépendant ou fonder une nouvelle communauté européenne, dont les valeurs seraient les suivantes: le rejet de toute tentation hégémonique et prédatrice, le rejet du néolibéralisme, du libre-échange dogmatique, le retour à l'éthique, à un ordre fondé sur le droit, le polycentrisme, la coopération, la conjonction des opposés, la subsidiarité ascendante, ce sont les États qui doivent décider de ce que la structure supérieure doit réaliser, la lutte contre la corruption, le contrôle des mouvements de capitaux, l'union douanière, l'intégration dans un monde multipolaire. Répondre aux besoins de sécurité par la création d'un espace de sécurité commune avec la Russie dans le cadre de l'OSCE, avec le respect des accords de 1899, 1975, 1990. Les critères d'admission dans cette communauté seraient non seulement des critères économiques, mais également des critères géopolitiques, à savoir renoncer à la projection de l'ombre sur la Russie pour se confronter à l'ombre, aux responsabilités européennes, ce qui correspond à un processus de réconciliation préalable à la conjonction des opposés. Et de ce fait, les pays enfermés dans une russophobie s'excluraient de facto de cette communauté. Et on pense en particulier à la Grande-Bretagne, à la Pologne, aux Pays-Baltes, à l'Ukraine, ou en tout cas le temps que ces pays amorcent ce processus de réconciliation. Et enfin, se libérer du matérialisme pour conjoindre science et conscience, réunir les sciences tournées vers la matière et celles tournées vers l'esprit, la psychologie, la philosophie, la spiritualité, ce qui relève à la fois d'un travail individuel sur la prise en compte de l'ensemble des besoins de tout être humain, dont les besoins spirituels, les besoins d'accomplissement de soi, et au niveau des politiques des États, du rejet de la volonté de contrôle de l'information et du contrôle social pour mener des politiques visant à l'humanisation de nos sociétés.